Bonjour Monsieur Da Silva, merci d'accorder cette interview pour Média Presse Info. Pouvez-vous vous présenter et présenter le livre que vous avez écrit, Pax Dystopia? Oui, donc je m'appelle Nicolas Da Silva, je suis suisse, j'habite en Belgique et j'ai écrit ce livre qui est un livre d'anticipation mais qui parle beaucoup de notre actualité, de notre passé et peut-être de notre futur. Comment en êtes-vous arrivé à écrire ce roman qui se situe 40 ans plus tard? Quelles en a été vos motivations? Alors mes motivations sont multiples parce que en fait c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2017 mais qui était à la base un essai qui parlait un peu du passé, du présent, du futur. Et en 2017 j'avais écrit qu'en 2020 il y avait une pandémie mondiale. Et en fait, quand c'est arrivé réellement, j'ai repris mon livre, mon essai, et j'en ai fait un roman, histoire d'être plus grand public et puis de pouvoir vulgariser beaucoup de choses sans être dans les détails, les références, etc. Et donc j'ai repris ça et puis j'en ai fait un roman qui est sorti donc en 2021, début 2021. Pax Dystopia se situe dans la lignée de ces romans d'anticipation que sont Le meilleur des mondes d'Huxley et 1984 d'Orwell. Il montre que nous sommes à la croisée des chemins, selon une expression favorite de vos personnages, et prédit les horreurs du monde futur et comment nous allons y arriver, par l'entremise d'une propagande qui aboutit à une forme d'asservissement volontaire de la majorité de la population, car c'est bien maintenant, n'est-ce pas, que les hommes se retrouvent à la croisée des chemins? Ah, maintenant, oui, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, on est vraiment dans un moment clé, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes se rendent compte que ça représente, mais on est vraiment à la croisée des chemins, et on doit vraiment se positionner et prendre des décisions pour savoir quel chemin on va prendre. Pour l'instant, globalement, on ne prend pas un chemin très, très intéressant, mais on peut encore se positionner. Effectivement, on est à la croisée des chemins à titre global et à titre individuel aussi. Oui. Alors, à mains égards, on peut songer que votre héros, Oswald Chiardini, c'est un peu vous, Nicolas Da Silva. Est-ce que je me trompe? Et est-ce que donc vous avez derrière le statut de romancier aussi le statut d'un homme qui veut se battre pour le monde libre? Les deux, oui, tout à fait. Oui. Mais oui, Oswald Chiardini, c'est un peu moi, mais bon, il est plus âgé que moi, il a fait beaucoup plus de choses, et puis je pense qu'il est plus brillant que moi aussi, il connaît beaucoup de choses, j'ai remarqué. J'ai même appris des mots avec lui, donc il sait beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr, tout à fait, dans cette lignée-là, je pense qu'il est important de se battre et de refuser ce qui se passe et de trouver des solutions pour contrer là où on veut nous emmener et où nous ne sommes pas obligés d'aller. Alors, votre personnage évoque comment les grands organisateurs, comme vous les appelez, ont organisé des attentats sous faux drapeau, ont orchestré la psychose des virus, ainsi que du réchauffement climatique. Toute ressemblance avec des situations connues est bien sûr fortuite, n'est-ce pas? Complètement, oui. C'est un roman. C'est écrit dessus, c'est un roman. Donc c'est pas du tout... faut pas non plus croire tout ce qui est écrit dans le livre. Mais en fait, les grands organisateurs, c'est pas une idée de moi, c'est une idée d'Oswald Chiardini. C'est lui qui les appelle comme ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis que l'auteur du roman, voilà. Mais pour en revenir justement à votre personnage, il parle de grands organisateurs et même de l'ennemi héréditaire. Alors pour parodier une célèbre émission, qui, monsieur Nicolas Da Silva, qui sont ces grands organisateurs ou cet ennemi héréditaire? Et alors, les grands organisateurs et l'ennemi héréditaire, c'est pas le même personnage qu'ils appellent comme ça, mais ce sont les mêmes personnes. En fait, c'est toujours du roman, hein, mais ce sont des gens qui sont actifs dans l'ombre, qui sont là depuis très très longtemps et qui veulent garder la main pour nous emmener dans un monde différent. Ce qu'ils veulent eux, pas vraiment ce que nous voudrions nous. Voilà. Pas plus d'éléments? Si, enfin, on peut imaginer plein de choses, mais ce qui est difficile à se présenter plus sérieusement avec ces gens-là, c'est que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Des fois, ça se transmet par famille, des fois, il y a des grandes familles là derrière. Et c'est des gens qui sont là depuis très longtemps et qui œuvrent à des dessins sur du long terme. Et c'est un peu compliqué à comprendre pour le commun des mortels, c'est ainsi qu'ils nous appellent, j'imagine, qui, surtout
pour la masse qui est nourrie au consumérisme, au zapping, au plaisir immédiat, d'imaginer qu'on travaille pour quelque chose dont l'aboutissement arrivera peut-être dans un siècle ou dans 2 siècles, je ne sais pas. Et ça paraît très compliqué à envisager pour nous qui sommes dans un quotidien plus direct. Et donc ces gens, j'imagine, sont là derrière avec ça, ouais, il y a ça aussi. Et je pense aussi que ce sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire qu'ils, pour arriver à leur fin, ils sont capables de tout. Et la valeur, quelle qu'elle soit, de l'humain, de la vie, ne veut rien dire du tout. Ce sont des monstres froids. Tout à fait. Et je pense que quelle que soit notre idéologie, nos croyances, nos espérances, tout ce qu'on veut, il faut se rendre compte que c'est vraiment l'ennemi du genre humain, l'ennemi absolu du genre humain, vraiment. Il ne faut pas oublier ça. Et ils sont vraiment capables de tout et il faut être prudent avec eux, vraiment. Le portrait que vous dressez de la société qui nous attend dans 40 ans est très pessimiste. Croyez-vous réellement que le monde dans lequel nous vivons actuellement en arrive à un degré d'asservissement tel que celui que vous dépeignez dans votre roman? Alors, c'est une probabilité, mais disons, pour l'instant, là où nous en sommes, et comme c'est parti, alors on y va. Ouais. C'est très... S'il n'y a rien qui change et qu'on va sur ces lignes-là, dans 40 ans, sans problème, on est comme je l'ai décrit dans le roman. Ouais. Alors cette description que vous faites de l'avenir, elle est celle d'une hégémonie apparemment indéboulonnable de la machine, en même temps que d'un totalitarisme planétaire. Est-ce que c'est inéluctable selon vous? Ah non. Non, c'est une probabilité, mais c'est pas une certitude, heureusement d'ailleurs. Non, c'est pas inéluctable. Pour l'instant, ça a l'air de l'être, en rapport au fait que ça se met en place, et que les résistances, quelles qu'elles soient, sont pas faibles, mais sont toujours minoritaires. Donc, pour l'instant, ça paraît comme ça, mais c'est pas du tout sûr. Heureusement d'ailleurs. Et le personnage qui rédige la postface parle de la providence et de transcendance. Peut-on dire que c'est la clé de la résistance et de la délivrance? On peut le dire, oui, je pense, oui. Heureusement, il y a une sainte providence quelque part qui doit nous aider, mais on doit aussi y participer. Je pense que c'est donnant-donnant, si je puis dire. À chacun sa bataille. Tout à fait, oui, vraiment. Les hommes d'Aïe batailleront et Dieu donnera la victoire. Exactement, oui, tout à fait. Non, il faut vraiment que ce soit complémentaire, vraiment. Et d'après vous, justement, quel serait le rôle des gens lucides aujourd'hui? Que devraient-ils faire? Que devraient-ils faire? Beaucoup de choses. Ils devraient déjà se positionner et ils ne devraient pas hésiter à avoir peur de le faire déjà. Je pense que c'est important. Ils devraient déjà se positionner. Et puis après, c'est plus compliqué, mais ils devraient s'unir. Ils devraient vraiment créer une alliance, un front commun, pour affronter cet ennemi héréditaire et commun. Ça, c'est ce qu'ils devraient faire vraiment. Alors ça se fait un peu, mais pas encore assez. Mais gardons espoir, parce que ça se fait quand même. Et qu'est-ce qui empêche ce genre de fédération de tous les gens, disons, authentiquement dissidents, prêts à vouloir se battre contre ce nouvel ordre mondial? Je pense que le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et ce qui empêche ça, je crois que c'est quand même la nature humaine, le facteur humain. Parce qu'il y a quand même un problème d'ego. C'est très difficile d'unir les gens malgré tout. Même s'ils sont d'accord sur l'idée, ils sont d'accord qu'il y a un problème, mais ils vont être rattrapés par des choses personnelles ou par certains conforts même de résistance. Dans la résistance, quelle qu'elle soit, on peut trouver un confort tout d'un coup. Et on trouve une place et on commence à faire des choses parce que la résistance est encore tranquille, puisque en face, l'ennemi est encore tranquille en guillemets. Mais si jamais ça bascule vraiment, là ça va se voir qu'il y a des problèmes de faiblesse, d'ego, de rancœur, de petits problèmes du facteur humain. Et c'est le pire ennemi que nous avons, c'est cette nature humaine qui est très volatile et que l'ennemi a bientôt réussi à maîtriser. Ça c'est très dangereux. Mais justement, comme elle est volatile, il peut la maîtriser, mais elle peut aussi lui exploser au visage, dirons-nous. Mais peut-on aussi considérer que aujourd'hui, dans le camp de la dissidence, certains ont encore beaucoup trop peur du regard des autres, d'une forme de bien-pensance, d'une forme de politiquement correct, somme toute? Bien sûr, oui, bien sûr, mais c'est pas évident. Hein. Mais, une personne qui se considère comme dissidente, résistante, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, à titre individuel, c'est très compliqué d'être dans ce monde-là, dans ces sociétés-là, avec la pression de tout, du système, de l'administration, et puis du regard de l'autre, de nouveau de cette nature humaine. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est que la meilleure arme de l'ennemi, c'est cette masse de gens qui est d'accord, et qui suit, et qui dort,
une masse abrutie, pour pas dire une masse d'abrutis, quoi. Et ça, c'est problématique. Et que diriez-vous à ceux qui nous regardent? Quels conseils leur donneriez-vous pour s'affranchir justement de cette pensée dominante qui entrave encore la volonté de militer, de s'engager, de résister? Quels conseils donneriez-vous pour s'affranchir du regard politiquement correct? Ce qu'il y a, c'est que c'est très long en réalité. Et il y a beaucoup de gens, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés, entre guillemets, dans la résistance, la dissidence, comme on veut l'appeler, il y a 2 ans maintenant. Ils sont sortis d'un autre monde, ils viennent de découvrir quelque chose. Et en 2 ans, il est compliqué de faire ce que, par exemple, à titre personnel, je peux expérimenter depuis 30 ans. Et ça, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que je crois que la première chose qu'ils doivent faire, c'est s'arrêter déjà. Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent. Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent et qu'ils se posent. Je crois que c'est très important. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Il faut qu'ils prennent du recul et qu'ils essayent de sortir de ça et d'avoir une vision, s'ils peuvent, la plus complète possible sur un maximum de paramètres. Ce qui n'est pas évident, mais vraiment d'avoir une vision la plus globale possible, la plus objective, tant qu'on peut l'avoir, c'est pas évident non plus. Et puis de faire fonctionner un truc pas mal qu'on nous a donné qui s'appelle un cerveau, qui s'appelle une réflexion, un bon sens, et puis un instinct aussi. L'instinct est très important. Je crois que on est en train de le perdre et c'est fait pour, mais tout ce que je viens de dire là, si on le met ensemble, c'est basique, ça a l'air très simple, mais je pense qu'il faut vraiment le faire concrètement, et ça devient intéressant. Le constat que vous faites de la génération Y est accablant, donc sans le sens des responsabilités, des initiatives, des réflexions, abrutis par une consommation déraisonnée des écrans et un contenu destiné à limiter leur manière de réfléchir, où l'image prime sur le texte et limite leur faculté cérébrale. Pensez-vous que les jeunes générations se posent si peu de questions et soient si peu mobilisées réellement? Alors, oui, mais, heureusement il y a toujours un mais. Comme disait, j'ai entendu quelqu'un aujourd'hui qui disait que la jeunesse, c'est surtout ce qu'on en fait. Je trouvais ça intéressant, c'est vrai, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais un des grands problèmes qu'il y a avec les jeunes au sens large, c'est pas pour faire une étiquette, enfin la jeunesse, c'est qu'ils sont, eux, d'une génération dans un monde où on leur a pas... C'est la première génération, je pense, on va dire les gens qui sont nés fin des années 90, début 2000, les gens du 21e siècle. C'est la première génération qui est dans un monde incertain et annoncé comme tel. Les générations d'avant avaient encore quelques espoirs. Même les non-futurs des années 80 avaient une envie de se battre. Eux, ils n'ont pas d'espoir, on leur donnait une incertitude totale. Donc, c'est la première génération qui, au lieu de se révolter contre le système, parce que tous les adolescents font ça, veulent être en marge, ils vont essayer de s'y intégrer. Donc ils vont être d'accord avec tout ce qui se passe. Ça, c'est très inquiétant et c'est une des réussites de ce système qui est en place depuis très longtemps. Ça s'est fait par l'école, par plein de choses. Et ça, c'est un des points clés qui a changé, qui est inédit dans l'histoire, en tout cas qu'on connaît. Et ils ont pas ils ont envie d'être assimilés, ils n'ont pas envie de combattre. Donc ils vont faire ce qu'on dit. Et ça, c'est assez nouveau, je pense. D'où l'importance du rôle des valeurs transmises par l'éducation, par la famille. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que votre protagoniste dans le roman évoque beaucoup son père qui lui a transmis le goût de la lecture, même si lui était plutôt dans l'informatique, dans tout ce qui est dans le numérique. En fait, le protagoniste au roman est né en 2021. Ah oui. Et ça se passe dans 40 ans. Oui. Mais effectivement, il a eu la chance d'avoir un père qui était à la croisée des mondes, qui est né entre deux mondes, et qui lui avait le goût de la lecture. Du livre qui dans mon histoire, dans le futur, il n'y a plus de livre, le livre n'existe plus tel quel. Et donc, effectivement, c'est une des valeurs clés qui reste, la lecture, la littérature. Et c'est aussi difficile à mettre en place, c'est pas une généralité, mais chez les jeunes aussi. La lecture maintenant, c'est devenu un peu désuet par rapport à plein de choses. Alors si ce roman est vraiment d'anticipation, il nous promet un futur sombre, mais il entretient aussi l'espérance à travers ce que le personnage appelle le sens du combat, que met en évidence votre personnage central. Pouvez-vous nous parler de ce sens du combat? Le sens du combat, c'est justement cette idée déjà de réfléchir, et ce que ces jeunes ont moins, c'est même le sens du combat même, ça peut effrayer, mais le sens du combat physique.
Et il y a aussi quelque chose qu'on voit dans la jeunesse aujourd'hui, je reviens à ça, à part justement des groupes organisés, détestables, qui vont s'amuser à frapper un seul individu à plusieurs, je vois une jeunesse très mollassonne aussi, même physiquement. Et je sens que ce sens du combat, non seulement il est philosophique, il est moral, mais il est aussi physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu et on nous montre que c'est pas bien. Parce que maintenant, quand on a un problème, il faut appeler la police, ou bien il faut faire un procès, etc. Je ne dis pas qu'il faut taper tout le monde et se battre à tous les coins de rue, mais il y a quelque chose qu'on a perdu, une certaine virilité, si je peux permettre cette expression, qui est aujourd'hui très, très mal vue. Mais on a perdu ça, ouais, on a perdu ce sens du combat, qui est aussi quelque chose de l'honneur, de l'éthique, et puis de la dignité aussi. Si on pourrait garder un peu de dignité jusqu'à la fin, ça serait pas mal. Parce qu'on est en train de la perdre dangereusement, et c'est assez catastrophique. Ouais. Ça, c'est le sens du combat. Mais il incorpore beaucoup de domaines, vraiment. Et comment y arriver, selon vous? Comment rendre à nouveau sa place à l'honneur, la virilité, le courage, la force, bien au service du bien? Parce que tout ce qu'on nous montre est vraiment antagoniste de ça, de ces valeurs-là. Donc, à part un réveil de certaines consciences, puis à part peut-être d'en parler justement, c'est ce que j'essaie de faire aussi, pour intéresser peut-être des gens qui vont se dire « Ah oui, tiens voilà. ». Mais quand on est dedans depuis tout petit, de l'autre côté donc, et qu'on vit dans ce monde-là, c'est très difficile de reconnaître ces valeurs qui ne sont même pas... c'est même pas quelque chose de connu en fait en réalité. Ça peut paraître complètement... Il y a des gens à qui on va parler de ça et ils vont se demander avec quoi on arrive là, ça va leur paraître bizarre. Hein. Donc c'est assez complexe de réintégrer cette valeur-là, enfin ces valeurs-là en général. C'est compliqué, ouais. C'est pas impossible mais compliqué. Ouais. Alors, au-delà de votre roman, au-delà de votre livre, je sais que vous continuez à penser, à parler, à éveiller les consciences sur ce qui se passe sous nos yeux. Comment voyez-vous les prochaines étapes de ce totalitarisme, disons dans la foulée de, à la fois d'abord le Covid et l'utilisation qu'on en a fait, et ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et après, quelle est l'étape suivante selon vous? Et voilà, comment voyez-vous cette succession de phénomènes dans la stratégie de la peur? Bien, en fait, les scénarios, il n'y en a pas beaucoup, il y en a toujours 4-5, sont toujours les mêmes. Et c'est pas du tout de complotistes, parce qu'ils sont écrits, ils sont donnés, on peut les trouver dans plein d'endroits, notamment dans le livre de Klaus Schwab, Le Grand Reset. Mais les scénarios, en fait, c'est toujours les mêmes, c'est le virus, la guerre, le climat. Et il y a même, dans les tiroirs, les extraterrestres aussi. Ça fait rire, mais ils l'ont aussi en réserve, si jamais. Et là autour s'articulent des sous-scénarios comme les cyberattaques qui font partie de ça, les pénuries d'aliments, les famines organisées, etc., etc. Et en fait, je pense que la suite, c'est, comme ça s'annonce, c'est extension du domaine de la guerre, on va dire, qui va continuer, avec quand même une peur qui est peut-être probable, quelque chose qui peut dégénérer en beaucoup plus grave. Donc ça peut maintenir quand même le climat de peur. Et là, on peut le faire aller tranquillement encore tout l'été jusqu'à l'automne, avant de reprendre le Covid, mais puissance 10, hein, avec vraiment quelque chose qui fera beaucoup plus peur que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais je pense que si jamais la guerre n'est pas assez intéressante, ne fait pas assez peur aux gens, on a le climat. Et je ne serais pas surpris que cet été, on ait, en Europe par exemple, une ou des catastrophes comme on n'a jamais vues, et qui là feront très peur aux gens. Et comme ils ont signé pour un passeport vaccinal, ils auront signé pour un passeport vert aussi, pour un passeport climatique. Voilà. Et c'est des scénarios qui vont se mettre en place, mais je pense que c'est pas une question de 10, 15, 20 ans, c'est une question de 3, 4, 5 ans, et pour arriver à un final assez dramatique. C'est pas ce que j'écris dans le livre, mais c'est l'amorce de ce que j'écris dans le livre. Malgré tout, vous pensez encore et toujours que nous pouvons enrayer tout cela? Oui, j'y crois, ouais. Heureusement d'ailleurs. Non, mais je pense qu'on peut encore l'enrayer. Ouais. C'est pas... Il est très tard, mais pas très tard. Vraiment. Comment se procurer votre livre?
Alors il y a un site, je pense qu'on mettra les coordonnées, voilà, on peut le commander directement. Sinon on le trouve dans chaque ville, à peu près en Belgique, francophone. Dans les grandes villes, on le trouve ici à Bruxelles, à Uccle, à la Licorne. On le trouve chez Molière, à Charleroi. On le trouve chez Scientia, à Mons, et au Point Virgule, à Namur. Et puis on le trouve aussi à Sombref, dans un petit village, dans une librairie qui s'appelle le Temps Presse. Voilà. En France? En France, pas encore, mais je ne désespère pas. Bon, on fera tout pour qu'il soit bientôt disponible auprès des lecteurs français. Merci encore pour votre interview. Merci à vous.